Le traité de Vinon, lu et écrit par Elsa Badi-Pénard. Prologue. Une brise légère balaya son visage. La horde d'ennemis se rapprochait de la muraille. L'odeur âcre du sang et la puanteur qui se dégageait des cadavres lui coupèrent un instant le souffle. Qu'allait leur dire leur général? Allait-il encore parler d'honneur, de liberté, pendant que les soldats volaient les habits, les vivres, les armes des cadavres de leurs anciens compagnons d'armes? Allait-il leur parler de justice? Qu'importe ce qu'il dirait. Aujourd'hui serait pareil à hier et sûrement semblable à demain. De toute façon, de là où elle était, elle ne pourrait l'entendre. Ce n'était une fois de plus qu'une sombre petite silhouette brandissant son arme. Noah affûta sa nouvelle épée. Elle l'avait trouvée dans le corps d'un ennemi la veille sous le soleil couchant. L'équilibre et la longueur étaient parfaits pour elle. Enfin. Depuis le début de cette guerre insensée, la jeune femme n'avait eu de cesse de dégoter la lame idéale. Les ennemis semblaient être là pour un moment encore. Elle avait commencé les batailles dans les dernières lignes. Ricky lui avait appris à manier les armes. Une femme de ferme ne savait pas comment faire. Noah n'avait pas eu le choix, mais elle avait apprécié les cours du vieux soldat. Même s'il boitait, le militaire était toujours respecté parmi les siens. Il n'était pas monté en grade essentiellement à cause de son mauvais caractère. Malgré tout, ses talents d'épéiste n'avaient pu le sauver de l'éboulement de la tour nord. Noah se rappela du vieil homme qui bottait le cul de tous ses prétentieux. Elle avait beaucoup apprécié le voir faire. Le don pour les lames de Noah lui avait permis d'être respecté à son tour par les autres. À présent, ils arrêtaient de se moquer. Ils avaient plus facilement peur d'elle. De ses yeux verts, elle contempla son visage crasseux dans une flaque à côté d'elle. Cela faisait un moment déjà qu'elle ne se reconnaissait plus. Physiquement, peu de choses avaient changé. Elle avait maigri à cause du rationnement, mais ce n'était pas cela. Tuer l'avait endurcie. Noah se souviendrait toujours du premier homme qu'elle avait assassiné. Elle ne le connaissait pas, mais ce n'était pas le problème. Un des deux devait mourir, et elle ne voulait pas que ce soit elle. Depuis plus d'une année, tous les jours, ils attaquaient la cité. Parfois ils gagnaient du terrain, parfois ils en perdaient. À plusieurs reprises, les assaillis avaient dû se réfugier au niveau supérieur de la ville. Pourtant, aujourd'hui serait un jour un peu particulier. Les États généraux avaient une stratégie. Il n'y avait plus de choix possible. Le rationnement avait servi à survivre quelques semaines de plus, mais il n'y avait plus assez de nourriture. Ils devaient vaincre ou mourir de faim. La clameur des tambours s'éleva dans la plaine. Noah se leva, comme tous ses compagnons d'armes. Elle alla à son poste et attendit. Du bas de la muraille, elle ne pouvait voir ce qui se passait. Mais elle n'était pas curieuse. De toute façon, elle connaissait la mécanique. Le bruit de choc des premiers affrontements leur parvint, suivi de hurlements de douleur, de rage, de peur. Les derniers râles de certains, les victoires d'autres. Arriva le moment pour son bataillon de les rejoindre. Noah était blasée de tout cela. Elle avait peur de mourir, mais ne serait-ce pas la délivrance de cet enfer? Elle ne voulait pas rejoindre la vision de tous ces corps laissés, pour la plupart à l'abandon, volés et dévorés par les vautours. Les cris de ces rapaces n'avaient pas quitté la cité depuis une année. Au départ, les autorités avaient fait de leur mieux pour donner une sépulture digne aux héros des premières batailles. À présent, ils étaient entassés, loin du camp, pour ne pas attirer les maladies. Au bout d'un moment, quand il n'y avait plus rien à piller, ou qu'ils avaient le temps, un groupe de soldats y mettait le feu. Tous se sentaient coupables et honteux, mais la fournaise de leurs anciens compagnons et de leurs ennemis leur avait permis d'avoir chaud en hiver. Noah se remémorait la chaleur réconfortante accompagnée de la fumée incommodante. Avant de sortir de la sécurité précaire de la muraille, la jeune femme regarda comme à chaque fois la montagne d'os calcinés. Puis, au signal, elle se jeta dans le massacre. Leur ennemi devait ressentir leur désespoir. Le combat sembla plus acharné que jamais. Noah ne se battait pas avec force, elle utilisait la technique et la rapidité. La jeune femme savait très bien que contre les gros bras d'en face, elle n'avait pas le choix. Ricky l'avait bien formée. Évitant de regarder les visages, elle tranchait, esquivait. Quelqu'un lui entailla un peu la cuisse, elle reçut plusieurs coups. Rien ne l'arrêta. Elle savait, elle avait trop vu. Si elle prenait une pause, si elle essayait de se reposer, de reprendre son souffle, la mort la prendrait. La bataille contre l'ennemi était devenue une fuite face à sa fin. Soudain, il n'y eut plus rien. Juste des cadavres de plus et des regards ébahis. Le son qu'ils attendaient tant, le son de la victoire résonna sur la plaine. Les adversaires encore en vie déposèrent les armes. Certains se firent encore tuer, mais les officiers réussirent à calmer les troupes. Le chant de la victoire s'éleva. Noah resta silencieuse.
La jeune femme ne trouvait pas que des montagnes de cadavres soient une raison de se réjouir. Les prisonniers furent enfermés, cela prit du temps. Fatiguée, Noah joua quand même à la geôlière. Elle regardait les amis fêter le fait d'être encore en vie. La jeune femme regarda son épée. Elle n'avait personne avec qui se réjouir. Ses yeux se posèrent sur les décombres de la tour nord. Non, elle n'avait plus personne. Noah marchait dans les rues en reconstruction. Depuis la guerre, elle n'avait plus peur de se balader la nuit tombée. Elle arborait toujours son épée. Les travaux avançaient. La jeune femme surveillait toute la journée le travail de leurs anciens adversaires. Quand ils auraient achevé celui-ci, ils seraient libérés et renvoyés dans leur pays. Elle ne parlait pas. Tous la croyaient muette et personne ne venait la voir. La jeune femme se sentait tellement exclue qu'elle n'avait pas fait l'effort de connaître les noms de ses partenaires. Avant, elle rêvait de partir à l'aventure, de voir de merveilleux paysages. Son devoir et la peur de l'inconnu l'avaient faite rester. Sa famille était morte, Ricky aussi. Pourquoi stagner ici? Pour l'instant, son travail était facile. Les prisonniers se tenaient correctement. Ils savaient que c'était la seule façon pour qu'ils repartent. Le roi l'avait déclaré. Tout agitateur sera exécuté sur le champ. Noah passa devant l'une des nombreuses tavernes de la cité, lorsqu'une affiche retint son attention. Elle était là, papier neuf au milieu de tous les messages abîmés. Il était inscrit « Cherche personne en bonne santé, sans attache, mal de mer exclu ». Noah relut une dizaine de fois l'annonce. En bas, il y avait noté le lieu de rendez-vous. Il s'agissait d'un quai de l'autre côté de la cité. Sans attendre, la jeune femme nota son numéro. Elle devait se dépêcher. Le rendez-vous était dans 5 heures. Le temps de prendre ses affaires et elle devrait courir. Non, elle n'avait pas le temps. Elle devait s'y rendre immédiatement. Sa main droite sur la poignée de son épée, Noah commença sa course folle pour rejoindre le port. La fermière ne connaissait pas cet endroit et avait trop peur de louper cette occasion en se perdant. Chapitre 1. Le soleil se levait quand Noah arriva sur le bon quai. Elle avait eu raison de courir jusqu'ici. Elle s'était perdue à plusieurs reprises. Tout échevelée, elle regarda les autres candidats, puis le navire. Elle n'avait su à quoi s'attendre et elle ne fut pas déçue. Un vieux rafio. Il avait certes survécu à la guerre, mais Noah se demandait s'il n'allait pas se briser en 1000 morceaux à la première grosse vague venue. Il ne restait que 6 personnes. Les autres faisaient demi-tour dès qu'ils voyaient le navire. La jeune femme repensa au message. Comment se faisait-il que le capitaine ait un papier de meilleure qualité que son navire? Un homme d'une 50aine d'années descendit de celui-ci. Son regard obscur passa sur chaque candidat. Il prit une inspiration, puis commença de sa voix rauque. « Je suis le capitaine Mel. Il me manque du monde pour partir d'ici. Si vous voulez déguerpir, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on gagnera ?» Le capitaine regarda son interlocuteur, pas le moins du monde surpris. 2 pièces par jour, 3 repas chauds et un billet pour quitter cette maudite cité. C'est tout? Je n'ai que ça à offrir. Le jeune homme parut déçu. Il hocha ses maigres épaules, puis s'en alla. D'autres questions? Où va-t-on? Demanda une voix masculine. Je livre un peu partout sur cette planète. On livre quoi? Ce qu'on me donne. Là, rien, mais j'ai un contrat avec Devus. Nous allons porter des teintures à Mornilles. Noah ne savait absolument pas où se trouvaient ces 2 villes. Pourtant, son envie de le découvrir grandit. Et ensuite? Le capitaine soupira. Écoute, mon gars, je n'ai pas des contrats jusqu'à ta mort. Je ne dis pas que c'est un métier qui paye bien. À la fin de l'échange, il n'était plus que 3. Noah regarda ses camarades. Un chauve en vêtements recousus d'un peu partout. Il ne semblait pas très malin, mais ses bras étaient plus gros que les cuisses de Noah. La deuxième personne était une femme. Sa robe rouge et violette lui allait jusqu'aux genoux. Elle était maigre et avait ses cheveux attachés par le ruban des chirurgiens. Ses bottes semblaient usées comme son visage. Le capitaine, satisfait, les invita à monter à bord. Remarquant que Noah n'avait pas de sac, il l'interrogea. « Tu voyages drôlement léger. » Noah ouvrit de grands yeux. Cela faisait une éternité que personne ne lui avait adressé la parole. Elle avala difficilement sa salive et, sous le regard patient du capitaine, l'informa de sa voix cassée. « Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher mes affaires. »« Tu devais avoir très envie de partir d'ici. » Noah hocha affirmativement la tête. « Tu as bien raison. » Une fois tous sur le navire, Noah constata que le pont était en très bon état. L'homme au gros bras fit la réflexion. « Eh ben, si je m'attendais à ça, pourquoi ton dehors semble bon pour la décharge ?» Le capitaine sourit. « Qui attaquerait un bâtiment prêt à s'écrouler sur lui-même? Nous sommes en temps de guerre, les pillages sont nombreux. » S'arrêtant un instant, il toisa Noah. « Tu sais te servir de ça ?»
La jeune femme suivit son regard. Il parlait de son épée. Elle inclina la tête. « Tant mieux, tu risquais d'en avoir besoin. » Pendant qu'ils discutaient, 2 autres personnes les avaient rejoints. La première était une femme. Elle avait fière allure. Contrairement à Noah, elle portait une arbalète dans son dos, et 2 carquois étaient fixés à ses cuisses. Elle était jolie. Ses cheveux châtains formaient une tresse qui lui permettait de ne pas être gênée par le vent. Son regard noir était dur et elle semblait beaucoup plus stricte que le capitaine. Celui-ci la présenta. « Ma seconde, Julie, et notre cuisinier Louis. Pouvez-vous vous présenter ?» Le gros bras commença. « Je suis Gilles. Pendant la guerre, je chargeais les catapultes. »« Mon nom est Olivia. Je suis chirurgienne. »« C'est génial, intervient Louis. » La femme lui sourit. Le cuisinier semblait être un bon vivant et cela la rassura. Elle avait eu peur de se retrouver au milieu de marins sans scrupules. Par contre, la seconde lui faisait un peu froid dans le dos. Ce fut au tour de Noah. « Noah, j'étais soldate. » Un instant passa avant que le capitaine Mel reprenne la parole. « Bien, nous partons ce soir quand la marée sera favorable. D'ici là, Julie va vous enseigner ce que vous aurez à faire. » La seconde s'avança, indiquant. « Vous pouvez m'appeler Julie, mais je ne tolère aucune autre forme de familiarité. Je ne suis pas ici pour être votre amie et vous allez sûrement me détester avant le prochain port. Maintenant que les choses sont claires, j'ai besoin de connaître vos capacités. Ce soir, je vous assignerai vos postes. Comme nous ne sommes pas nombreux, vous allez devoir travailler dur. On fera des rotations. Heureusement, nous n'avons pas besoin de beaucoup de monde pour naviguer. On s'y met tout de suite. Vous allez devoir être très efficace. »« Excusez-moi !» Le capitaine sursauta. Un adolescent se présenta devant eux. « Excusez-moi, c'est ici pour l'annonce ?» Julie le toisa d'un regard mauvais. Le capitaine prit la parole. « Bien sûr, où sont tes parents ? Ils sont morts durant la première bataille, je n'ai plus de famille. »« Eh bien, bienvenue. Tu t'appelles comment ? » ?»« Dimitri. »« Bien, Dimitri, reprit la seconde d'un ton sec. Qu'as-tu fait pendant la guerre ? » ?»« J'étais forgeron. »« Vu qu'on a fini, allez poser vos affaires dans vos quartiers. » Julie leur indiqua une trappe devant le mât. Tous y allèrent. Olivier expliqua aimablement à Dimitri ce qu'il avait manqué. L'échelle qui descendait menait à un grand espace où étaient suspendus des tas de hamacs. Chacun en choisit un, se laissant une distance respectueuse, tout en restant proche de la trappe. L'air y était chaud et humide, mais tout était propre. Quand ils remontèrent, le soleil les éblouit un instant, puis Julie leur tomba dessus. « Prenez votre temps surtout, c'est vrai que vous êtes de vrais loups de mer !» Et la leçon commença. Louis et le capitaine avaient disparu. La seconde leur expliqua les différents postes de manière claire et très précise. Elle les menaça de bien respecter les consignes de sécurité. Puis il testa. Ils montèrent au plus haut du mât. Dimitri y était très à l'aise. Mais Gilles, un peu flageolant, fut content de retourner sur le pont. Olivia n'éprouva aucune difficulté en haut, ainsi que Noah. Dans les diverses tâches que leur fit faire Julie, Olivia se remontra très méticuleuse et assez rapide. Quant à Noah, la soldate avait un peu de mal à se familiariser avec le sol pas toujours très stable. Une douce odeur de patates en sauce s'éleva de la cuisine. Noah en avait l'eau à la bouche, mais elle continua de grimper le long du mât. Au signal de Julie, elle commença à redescendre. L'épéiste n'avait jamais vu la cité d'aussi haut. Elle semblait si grande, et pourtant, la seule chose qui la frappa fut son état de délabrement. La ville aux façades trouées était à nouveau propre. Depuis le début de la guerre, elle avait dû survivre enfermée dans cette cité qui lui avait paru si petite. Son bataillon était presque toujours resté campé dans le même quartier. La ferme où elle travaillait avant ne lui avait pas beaucoup manqué, mais elle avait souvent eu l'impression d'étouffer. Ses nouveaux camarades semblaient, eux aussi, vouloir quitter Gate le plus rapidement possible. Olivia avait vu des horreurs durant cette année. Ici, elle nettoyait une partie du pont comme si sa vie en dépendait. Gilles faisait et défaisait les nœuds de sécurité. Même si Julie était intransigeante, elle savait se montrer patiente avec les nouveaux venus. Le capitaine sortit de sa cabine, juste en dessous du gouvernail. Il sourit en voyant ses nouvelles recrues au travail. Il n'avait pas eu le choix. Il devait prendre ce qui venait. Ils étaient juste assez pour s'en aller, mais il ne voulait pas rester un jour de plus dans cette maudite cité qui l'avait tenu prisonnier plus d'1 année et avait réquisitionné ses marins et lui-même pour une guerre qui ne les concernait même pas. « À table !» Tous descendirent dans les cuisines. Louis leur sourit avant de déclarer. « Je vous ai fait un très bon ragoût. »« On n'est pas encore parti qu'on a déjà droit à ton ragoût, soupira Julie. »« C'est pour qu'il s'y habitue, rit le capitaine. C'est à peu près le seul plat qu'il sait faire. »« Et je le fais très bien, répliqua Louis, pas du tout offusqué. La nourriture était délicieuse. Les nouveaux marins commencèrent à faire connaissance avec l'équipage qu'ils venaient de rejoindre. Au bout d'un moment, Julie indiqua.
Dimitri, tu seras responsable des voiles et des cordages. Attention, tout doit rester en bon état. N'hésite pas à prévenir quand un cordage commence à faiblir. D'accord, répondit l'adolescent tout sourire. Il avait adoré crapahuter là-haut. Gilles, tu seras responsable du pont. Il doit toujours être propre. L'homme hocha la tête. Olivia, tu as la sécurité. Ok. Noah, tu seras aussi sur le pont. La jeune femme hocha la tête. Ce sont vos plus grandes responsabilités. Bien entendu, vous devez devenir polyvalent, car comme vous vous en doutez, vous ne travaillerez pas tous en même temps. Il y aura une rotation de 6 heures. Vous dormez 6 heures, vous travaillez 6 heures. Gilles, tu te reposes en premier. Une fois le repas achevé, Gilles et le capitaine partirent dormir. Bien, cet après-midi, vous allez vous perfectionner. Il faut que tout devienne automatique le plus tôt possible.